Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Angers. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette 24e journée d'archives autour d'un thème qui, loin d'être périphérique, fait aujourd'hui partie intégrante de notre métier, archives et environnement, une mutation des pratiques et des usages. Si on trouve des traces de préoccupations environnementales dès l'Antiquité et même avant, les premières alertes n'apparaissent réellement qu'au XIXe siècle, à la suite de la révolution industrielle. Mais c'est surtout le XXe siècle qui marque un tournant majeur avec une prise de conscience mondiale, l'explosion démographique des Trente Glorieuses, la croissance industrielle et la pollution croissante et glaciaire d'un crainte d'une raréfaction des ressources naturelles, menant à l'effondrement des modèles occidentaux de société. Ce n'est pourtant qu'à partir des années 60 que les études scientifiques se multiplient et mettent en garde les sociétés occidentales sur l'incompatibilité de leur mode de vie avec la préservation des écosystèmes. Citons entre autres la publication aux États-Unis en 1962 du livre Silent Spring qui alerte le public sur les effets néfastes des pesticides. La prise des consciences des institutions est progressive. Les années 70 sont considérées comme un moment fondateur avec entre autres la création des premiers ministères de l'Environnement. En 1971, lors du message de Menton, 2200 scientifiques interpellent le secrétaire général des Nations Unies sur les conditions d'existence de l'humanité qui, à terme, deviendront invivables. Surtout en 1972, le rapport Meadows est publié, commandé à des chercheurs américains par le Club de Rome. Il aboutit à la conclusion que la croissance économique et démographique entraîne l'épuisement inéluctable des ressources de la planète. À partir de la fin du XXe siècle, l'environnement devient une question globale. Les crises environnementales se multiplient et la prise de conscience de protéger l'environnement devient mondiale. Citons bien évidemment la première conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm en 1972, la multiplication des mobilisations antinucléaires, les débuts de l'écologie politique, la découverte du trou dans la couche d'ozone, ainsi que le début des négociations climatiques internationales avec le sommet de la Terre à Rio en 1990. Plus récemment, les années 2000-2020 voient la reconnaissance scientifique croissante du réchauffement climatique avec la multiplication des sommets climatiques sur fond d'accélération du changement climatique, d'effondrement de la biodiversité, de pollution plastique et d'augmentation des canicules, incendies et montée des eaux. L'environnement n'est plus un sujet marginal, il structure désormais les politiques publiques, l'économie, la science et les mouvements sociaux. Il me paraît utile de nous attarder sur la notion même d'environnement. C'est un mot qui apparaît en français dès le XIIIe siècle et qui est aujourd'hui défini comme l'ensemble des éléments biotiques, c'est-à-dire les éléments vivants d'un écosystème comme les plantes, les animaux, les micro-organismes ou abiotiques, les composantes non vivantes d'un écosystème comme le climat, le sol, l'eau, la lumière, qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. L'environnement est donc compris comme l'ensemble des composants naturels de la planète Terre, comme l'air, l'eau, l'atmosphère, les roches, les végétaux, les animaux, et l'ensemble des phénomènes et des interactions qui s'y déploient, c'est-à-dire tout ce qui entoure pour l'homme et ses activités. Le mot environnement est à différencier du mot nature, qui désigne les éléments naturels considérés seuls et non au regard des activités humaines, également de l'écologie, qui est la science ayant pour objet les relations des êtres vivants avec leur environnement et les autres êtres vivants, c'est-à-dire l'étude des écosystèmes. C'est à partir des années 70 également que ce terme s'impose peu à peu au détriment de milieux, à la fois chez les géographes et dans le langage courant. En France, le premier ministère de l'Environnement est créé en 1971 et la notion de protection de la nature émerge peu à peu à cette période. La loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature pose la première pierre d'un droit de l'environnement spécifique et celle du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement est la première loi à utiliser le terme dans son titre. Cependant, le concept et l'approche des questions environnementales ont largement évolué depuis 50 ans. Les changements successifs de dénomination du ministère en charge de ces politiques sont sur ce point particulièrement éloquents. Créé en 1971 sous la présidence de Georges Pompidou, le ministère français de l'Environnement témoigne à l'origine d'une vision cloisonnée de cette notion, se limitant à la nature, au paysage et à la qualité de vie. Intitulé ministère de la protection de la nature et de l'environnement en 1971, il devient ministère de la qualité de vie en 1974, de l'environnement et du cadre de vie en 1978 et plus simplement de l'environnement en 1981. Il est rebaptisé en 2002 ministère de l'écologie et du développement durable, puis ministère de la transition écologique et solidaire. Depuis 2025, c'est le ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Cette succession d'appellations résume assez bien l'évolution des objectifs globaux et nationaux des politiques publiques sur le sujet. Alors, de quoi parle-t-on au final? D'environnement, de développement durable ou de transition écologique?
Le terme de développement durable est défini en 1987 par le rapport Brundtland comme un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Autrement dit, l'épuisement des ressources naturelles est acceptable si la compensation par des technologies garantit des conditions d'existence aux générations futures au moins équivalentes à celles des générations actuelles. C'est un développement qui doit être viable. La création de richesses doit intégrer la protection des ressources non renouvelables, vivables. Les conditions de vie ne doivent pas être altérées par une dégradation de l'environnement. Et enfin, équitable, car la croissance économique doit renforcer la justice sociale et réduire les inégalités. Contrairement au modèle de développement centré uniquement sur les objectifs économiques, le développement durable suppose la prise en compte de dimensions économiques, environnementales et sociales, à la convergence desquelles il serait atteint. L'idée générale est qu'on ne doit pas prendre à la Terre plus que ce qu'elle peut donner, d'où le recours aux énergies renouvelables, au recyclage, mais aussi une bonne connaissance du rythme du renouvellement des espèces animales, des végétaux, de la qualité de l'air et de toutes les ressources utilisées afin d'avoir une empreinte écologique suffisamment faible pour ne pas faire diminuer le capital nature. La notion de transition écologique s'est quant à elle progressivement imposée dans les discours publics, institutionnels et scientifiques à partir de la fin des années 2010. Car malgré son adoption internationale, le concept de développement durable a montré ses limites. Les crises écologiques se sont aggravées, les inégalités sociales et économiques se sont creusées, et les modèles de production et de consommation sont restés largement inchangés. Face à ce constat, le terme de transition écologique est apparu comme une réponse plus adaptée à l'urgence, car il ne s'agit plus seulement d'ajuster le modèle existant, mais d'engager une mutation structurelle durable et irréversible qui touche à la fois l'énergie, en réduisant nos consommations d'énergie et en passant à une énergie décarbonée, l'industrie en passant d'une production énergivore et éloignée des consommateurs à une production plus locale, fondée sur le recyclage et qui encourage la relocalisation, l'économie circulaire et la sobriété matérielle, l'agriculture en passant d'une agriculture intensive à une agriculture agroécologique, et enfin l'aménagement du territoire et les modes de vie en cherchant à garantir une justice environnementale et une équité entre les territoires. Car si tous les territoires sont concernés par les enjeux écologiques, ça doit être de façon variable, selon leur situation géographique, leur spécialisation économique, leurs ressources propres et avec l'ensemble des acteurs locaux. Et suivant qu'on se place au pôle gestionnaire ou au pôle des initiatives populaires, on peut arriver à des préconisations de transition très différentes qui impliquent des arbitrages politiques complexes, comme le montrent les débats autour du nucléaire ou du mix énergétique. Le passage de la notion d'environnement à celle de développement durable puis de transition écologique traduit donc une évolution profonde de la manière dont les sociétés envisagent le rapport à l'environnement et marque la reconnaissance que les défis du XXIe siècle exigent non seulement des ajustements, mais une refondation complète de nos modèles économiques, sociaux et territoriaux. Qu'en est-il alors de la façon d'appréhender la question environnementale dans l'approche archiviste ? Si la prise de conscience des menaces climatiques pesant sur le patrimoine culturel et naturel a été inscrite dès 1972 par l'UNESCO, les professionnels du secteur culturel se sont penchés sur la question plus tardivement. Et ce sont d'ailleurs les professionnels et les chercheurs des bibliothèques et des musées qui ont été les premiers à se pencher sur la question et à mener des recherches à l'image de James et Suzanne Larue et leur article The Green Librarian, publié à l'automne 80. La recherche en archivistique en est venue quant à elle à s'intéresser aux préoccupations environnementales en se penchant dans un premier temps sur les sources d'archives en elles-mêmes. Citons les écrits d'Armel Catchpole de Candace Lowell, les archives sont perçues comme une source d'informations utiles pour apporter des clés de réponse aux crises du présent. L'une des toutes premières références dans la littérature archivistique à l'idée que les archives ont un impact sur l'environnement nous vient de publications de Sandra Rowell dans les années 1990 sur les centres d'archives d'Afrique du Sud, qui, face à un climat chaud et humide, nécessitent de puissants systèmes de climatisation coûteux, énergivores et polluants. Elle cherche donc une alternative et s'inspire du modèle mis en place aux archives de Cologne dans les années 70, qui repose sur l'utilisation de moyens architecturaux pour maintenir une température constante et des conditions environnementales satisfaisantes, plutôt que sur l'utilisation de systèmes artificiels. La décennie 2000 voit se multiplier les publications sur la nécessité de réduire l'impact environnemental des services d'archives. Dans plusieurs pays, des normes de construction et d'aménagement pour les bâtiments sont publiées et donnent entre autres des préconisations sur des systèmes permettant de maintenir les conditions de température, d'air et d'humidité dans les magasins d'archives. Or, ces systèmes peuvent se révéler coûteux, énergivores et polluants du fait de leurs composants ou des composants chimiques qu'ils relâchent dans l'air. C'est pourquoi plusieurs chercheurs cherchent des alternatives, à l'image de Pierre Diaz-Pedregal qui développe l'idée d'allier les systèmes artificiels éventuellement perfectionnés avec des considérations architecturales.
Les chercheurs s'emploient également à démontrer que les bâtiments d'archives peuvent trouver un juste équilibre entre protection des collections et utilisation rationnelle des ressources, comme l'archiviste britannique Tim Harris ou les travaux de Francis Laïch que nous aurons le plaisir d'écouter sur les magasins d'archives. La littérature sur les bâtiments d'archives durables se consolide donc à partir du milieu des années 2000 pour démontrer non seulement qu'un bâtiment d'archives peut concilier des méthodes architecturales et techniques pour réduire son empreinte écologique, mais aussi que cela peut être viable à terme, car si les investissements sont lourds au début, ils contribuent par la suite à faire diminuer le coût d'exploitation, et socialement juste, puisque c'est aussi améliorer les conditions de travail et de vie du personnel et du public. Au-delà de la question du bâtiment, des chercheurs commencent à s'intéresser à adapter les bonnes pratiques durables à la science archivistique, comme l'archiviste américaine Eddie Abbey avec son article novateur The Green Archivist, publié en 2012, qui propose une trame de travail à suivre pour les archivistes désireux d'aller vers plus de développement durable, ou l'archiviste américain Mark Wolf, qui s'interroge sur les missions mêmes des archivistes et sur la manière de les rendre durables. Plus récemment, depuis le début des années 2010, les écrits traitent également de l'adaptation des archives aux risques climatiques, comme l'archiviste australien Matthew Gordon Clark sur les dangers qui menacent les archives des îles du Pacifique, ou encore Casey Davis qui publie en 2015, qui fonde en 2015 le projet A, Archivists Responding to Climate Change. Enfin, l'idée de penser ces notions dans un tableau plus large émerge, comme Julia Martin, David Coleman et Eric Moore, qui défendent l'idée que le milieu archivistique doit être pensé comme un écosystème faisant partie d'autres écosystèmes, avec lesquels il doit conjuguer car il ne pourra pas résoudre à lui seul, à son échelle, des défis environnementaux. D'autres insistent sur l'importance de prendre en compte les conditions locales, météo, végétation, matériaux locaux, pour que les bâtiments s'insèrent au mieux dans l'environnement. Eddie Abbey, quant à elle, souligne l'importance de collaborer avec les partenaires locaux. Et pour Iratanti, cette collaboration doit aller encore plus loin qu'un partage de bonnes pratiques, avec la création, par les professionnels du patrimoine, de structures ou d'un organisme international pour lutter contre le changement climatique. L'approche environnementale a donc beaucoup évolué dans le monde des archives également. Et il ne s'agit pas d'une simple mise à jour de nos procédures, mais d'un déplacement de regard, d'une mutation importante qui interroge nos choix de collecte, nos politiques de tri, nos méthodes de conservation, nos bâtiments, nos médiations et ultimement nos identités professionnelles. C'est-à-dire ce que nous faisons chaque jour dans notre quotidien. Car nos pratiques ont changé et ce sera l'objet de la première partie de cette journée où nous étudierons les nouvelles pratiques professionnelles face aux enjeux. Aujourd'hui, la question environnementale fait partie intégrante de nos préoccupations, à commencer par la conservation matérielle des archives. En 2023, la France comptait 567 services d'archives publiques qui conservaient 4319 km² d'archives papier dans des bâtiments qui en occupent plus ou moins 1 million de mètres carrés. Or, le choix des bâtiments hébergeant les archives joue un rôle clé dans l'empreinte écologique globale. En France, les bâtiments tertiaires représentent plus d'un tiers de la consommation d'énergie du secteur du bâtiment. Bien évidemment, nous savons que la consommation matérielle suppose des conditions de température, d'hygrométrie, de luminosité, avec le coût énergétique que cela implique. Alors, comment concilier l'excellence de la conservation et la sobriété? Nous verrons qu'il existe des leviers d'action pour réduire cette empreinte, que ce soit par l'ingénierie des bâtiments d'archives, pour en faire un écosystème et non une machine à froid, par l'implantation, par l'orientation, la végétalisation, l'isolation, les matériaux, les équipements performants, le pilotage énergétique, ou encore l'utilisation des énergies renouvelables. Cela peut passer également par le choix des conditionnements de traitement, avec l'utilisation de matériaux durables, recyclés, renouvelables, le choix de traitements moins nocifs pour l'environnement dans les processus de préservation, le choix de filières d'approvisionnement responsables, la réduction du plastique, etc. Peut-être également par une différenciation des niveaux de conservation qui ne nécessitent peut-être pas le même niveau de stabilisation climatique. Les politiques de conservation de destruction peuvent peut-être aussi être plus rationnelles et nous permettre de libérer de l'espace physique par des destructions ou des numérisations, ce qui nous amènera bien évidemment à la question du numérique. Est-ce une solution ou un déplacement du problème? Car si la dématérialisation permet de libérer des mètres linéaires ou de diminuer la consommation de papier, il s'agit en réalité d'un transfert de pollution. Derrière l'apparente immatérialité du numérique se cachent des infrastructures énergivores en électricité, mais aussi en eau pour le refroidissement, ainsi que des équipements rapidement obsolètes, à tel point qu'on lit parfois que le numérique représente un 7e continent. Selon la CIRDA, le numérique représente déjà entre 3 et 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et 2,5% de l'empreinte carbone nationale, avec une hausse projetée de 60% d'ici 2040 sans action. Uniquement en France, l'ADEME recensait 352 data centers en 2025, qui représentent 2,2% de notre consommation électrique totale, soit l'équivalent de la consommation électrique de 9 à 10 agglomérations de plus de 100 000 habitants pendant un an. Et que dire de l'intelligence artificielle, qu'on ne peut qualifier autrement que de catastrophe écologique, qui empire largement la situation et pourrait générer à elle seule plus d'un tiers de la consommation électrique mondiale en 2030. N'oublions pas non plus l'impact sociétal du numérique,
qui exacerbent les tensions sur les matières premières, dans le financement des conflits armés en Afrique, en Asie, ni les travailleuses et travailleurs de l'ombre, mineurs, creuseurs et autres forces stables électroniques. Or, les services d'archives pèsent leur poids. Environ 350 000 gigaoctets d'archives électroniques conservées aujourd'hui dans les services publics, plus de 470 millions de pages et d'images numérisées disponibles sur les sites Internet, 54 millions de connexions représentant plus d'1,5 milliard de pages et images vues sur les sites Internet des services d'archives en 2024. En fait, la question n'est pas de refuser la numérisation, mais de l'architecturer intelligemment. Et là encore, des leviers d'action sont possibles. Ils peuvent passer par la révision régulière de politiques de sécurité numérique pour limiter les redondances, mettre en œuvre des actions de dépollution des systèmes d'information, une meilleure évaluation de la valeur d'usage des documents pour numériser quand cela crée un gain réel d'accès, de préservation ou de médiation, mais pas par réflexe, ou encore à travers un pilotage rigoureux de la sobriété numérique, avec l'utilisation de formats pérennes, l'optimisation des métadonnées, la mutualisation de l'infrastructure, etc. La question environnementale, enfin, change la demande sociale et impacte les recherches dans les archives. On nous interroge maintenant sur l'histoire des crues, des pollutions, des paysages, des mobilisations, les mobilisations des décisions politiques. Les services d'archives deviennent des tiers de confiance ou des espaces de débat. La médiation, nos expositions, nos ateliers sont une façon de sensibiliser sur la thématique environnementale, parfois sous un angle très nouveau, tout en éveillant et en développant l'esprit critique. Et cette médiation peut se faire sous de multiples formes et plus largement, par exemple, en nouant des partenariats avec les universités, les collectivités, etc. Cette première partie nous conduira à la question décisive. Si nos pratiques et nos demandes changent, qu'allons-nous collecter? Ce sera l'axe 2 de cette journée, des archives de l'environnement, de l'usage scientifique et des archives. Dans un contexte marqué par la crise climatique, les questions environnementales suscitent de plus en plus d'intérêt de la part des chercheurs et du grand public. Or, malgré l'ampleur de ce mouvement et la place des questions écologiques dans le débat public, force est de constater qu'à première vue, les fonds d'archives relatifs à cette thématique sont faiblement représentés. Or, ces archives existent bel et bien, car parler d'archives dans l'environnement, c'est pas inventer une nouvelle catégorie à part, c'est reconnaître que l'environnement laisse des traces multiples et diffuses, administratives, scientifiques, militantes, artistiques, et que ces traces doivent être documentées, interprétées ou mobilisées selon les contextes. Ces traces sont utiles, évidemment, pour écrire l'histoire environnementale et les politiques environnementales. Les historiennes et historiens, géographes, sociologues, les climatologues, les juristes, les urbanistes, tous mobilisent les archives pour reconstituer des trajectoires, des régimes de propriété, des politiques de l'eau, des pratiques agricoles, le passé industriel d'un site pollué, etc. Il y a bien sûr les séries classiques, dont en premier lieu les archives publiques, ministères, opérateurs, qui peuvent éclairer les actions publiques. Mais bien d'autres sources publiques contiennent aussi des informations qu'il faut croiser, délibérations, enquêtes publiques, rapports techniques, arrêtés notamment de classement des communes en état de catastrophe naturelle, de calamités publiques, dossiers d'indemnisation, fonds de secours aux victimes, etc. Il existe également des corpus spécifiques, relevés hydrologiques, météorologiques, campagnes de mesure, cartes anciennes, photographiques qui permettent des comparaisons diachroniques. Citons également les sources phénologiques qui permettent l'étude de l'influence du climat sur la végétation et sur les animaux. La climatologie historique utilise les archives pour reconstituer le climat en s'appuyant sur des journaux de voyage, des récits de vie, dans lesquels on peut trouver des informations sur les températures, la vitesse, la direction des vents, etc. N'oublions pas les fonds privés qui complètent les sources publiques et peuvent documenter des arbitrages, des controverses, des crises, archives d'entreprises, de bureaux d'études, archives privées, de personnalités ou d'associations. Enfin, les archives peuvent être utilisées comme des leviers de mobilisation pour des démarches citoyennes et militantes, pour reconstituer l'origine responsable d'une pollution, des décisions politiques qui ont eu un impact sur l'environnement, pour défendre un territoire, alimenter une plainte, sensibiliser le public. Là encore, les documents deviennent preuves, arguments, mémoires partagées. Le rôle des services d'archives est ici primordial pour qualifier les corpus, en faciliter l'accès, accompagner les demandes, documenter les provenances et encourager les réutilisations responsables, tout en restant vigilant sur l'accès aux documents et à leur communicabilité. L'angle d'approche environnementale interroge également nos façons de les collecter et de les lire, car il nous impose une grille de lecture transversale pour repérer dans nos flots existants ce qui raconte l'environnement, et il nous faut requalifier la description archivistique en conséquence. Par exemple, les registres paroissiaux contiennent de nombreuses mentions de météorologie, de catastrophes climatiques ou d'événements naturels notés scrupuleusement par les curés, alors que ce n'est pas forcément ce qu'on allait chercher jusqu'à présent. La collecte également doit être vue et il faut s'interroger. Où peut-on trouver les informations qui seraient utiles? Il faut savoir localiser ces fonds qui sont encore trop souvent négligés ou inconnus, avoir une politique de collecte encore plus active en cartographiant les producteurs, institutions, laboratoires, associations, collectifs citoyens et en négociant des dépôts ou des versements tout en rassurant les producteurs. Il faut également ouvrir encore plus la pluralité des formats, données, cartes, images, objets, affiches et travailler l'interopérabilité des descriptions
pour que ces archives soient traversables par la recherche, par le public et par le temps. Ce deuxième axe nous conduira au dernier, les identités professionnelles au prisme des enjeux environnementaux, car si nos pratiques changent et si l'usage des archives se diversifie, qui sommes-nous quand nous effectuons ce travail? Nous l'avons vu, l'archiviste doit désormais ouvrir et anticiper largement sa collecte pour repérer les archives qui pourraient être utiles à la compréhension des questions environnementales. Du coup, il n'est plus uniquement le gardien et le garant de la conservation des documents, car il doit également prévoir, anticiper, se demander quelles informations pourront être utiles aux défis et aux générations futures. Il devient en quelque sorte un stratège de l'information. Cette posture implique des compétences hybrides qu'il doit développer: conservation responsable, gestion de projet, compréhension des indicateurs environnementaux, la capacité de dialoguer avec des interlocuteurs qui changent et se multiplient, autrefois principalement des historiens, des sociologues et des chercheurs. Ils peuvent inclure aujourd'hui des ingénieurs, des architectes, des juristes, des militants ou encore des citoyens connectés qui sont de plus en plus exigeants. Plus particulièrement avec les archives relatives à l'environnement, il doit aussi être encore plus vigilant sur les questions de droit des données, de droit à l'image, de consentement, de droit à l'oubli, car il est parfois question de conséquences graves sur la santé publique. L'archiviste doit aussi se former et former sur de nouveaux sujets en intégrant l'environnement, les pratiques écologiques ou encore les plans de continuité et de résilience dans les cursus de formation qui apparaissent de plus en plus dans les catalogues mais qui restent timides. La finalité même de l'utilisation des archives évolue, car elles sont désormais exploitées de plus en plus pour la preuve juridique, la gestion des risques, la garantie de transparence des citoyens, ce qui implique aussi de savoir ce qu'on va y trouver ou pas. Enfin, l'éco-responsabilité, en plus d'impacter nos pratiques, génère des exigences nouvelles de nos organisations, parce que nous devons nous positionner face à des responsables RSE comme un acteur du numérique responsable et faire en sorte de limiter le plus possible le coût énergétique de la conservation massive des données, parce que cela impacte nos achats, la composition de nos matériaux, nos consultations, nos appels d'offres qui doivent accorder de plus en plus d'importance aux engagements RSE de prestataires, parce qu'on nous demande de plus en plus de rendre des comptes, de publier des indicateurs de performance environnementale pour nos pratiques de numérisation, pour nos transports, nos bâtiments, comme le dispositif éco-énergie tertiaire. Car l'éco-responsabilité est aujourd'hui bien plus qu'une directive. C'est devenu une éthique et un gage de qualité qui est affiché au plus haut niveau des organisations dans les orientations stratégiques. Car les avantages d'une gestion responsable ne s'arrêtent pas à l'environnement, elles peuvent contribuer à l'image de marque des organisations et renforcer leur crédibilité et leur attrait. Et les archivistes en sont un acteur à part entière. Il est maintenant temps pour moi de laisser la parole et de vous souhaiter à toutes et tous, chers collègues, étudiantes et étudiants, enseignantes et enseignants, chercheurs et amis des archives, une excellente journée d'études.